et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui, bienvenue au mois de décembre. On se retrouve pour le point d'artiste du mois de novembre, où je vais partager avec vous mes créations du mois, un petit point slow Raimo maintenant que le mois de novembre est terminé, mes inspirations culturelles et mes favoris du moment, donc comme ce que je fais tous les mois si vous suivez un petit peu cette chaîne. Donc j'ai ma petite liste dans le bullet journal, le nouveau que j'ai installé récemment si vous avez vu la vidéo. Et donc je vais commencer par les créations, tenez. Je vais commencer par les créations. J'ai fait pas mal de papeterie ce mois-ci puisque j'ai préparé toutes les créations hivernales pour la boutique qui malheureusement est refermée au moment où je publie cette vidéo. Mais c'était la vente qui s'est tenue du 17 au 26 novembre dernier. Et j'ai notamment fait d'autres assortiments calendrier parce que je sais que certains d'entre vous les apprécient énormément et les utilisent pas mal. Donc là il y en a un qui est bien chez soi, qui est une collection permanente avec déjà des planches de stickers, des stickers indépendants et des cartes postales qui reviennent à chaque vente. Et du coup là j'ai ajouté en fait un assortiment calendrier perpétuel que j'utilise moi-même dans mon bullet journal à cette collection permanente là. J'ai également fait un assortiment calendrier hivernal. Donc toujours le même système avec des stickers semi-transparents un peu aquarelle où il y a un petit peu des mots d'organisation et puis un petit peu de la déco et des calendriers perpétuels qui peuvent être utilisés en guise de calendrier ou par exemple de tracker d'habitude, de choses comme ça. Enfin c'est plutôt pour les gens qui font du bullet journaling et puis de l'agenda analogique. J'ai également fait des nouvelles cartes postales type carte de vœux cette année. Sur des thèmes, voilà, il y a le mimosa, le thème de la lecture avec le café, un petit paysage hivernal et une branche de gui avec l'arrière qui est imprimée. Je suis bien contente. C'est toujours sympa de refaire des versions plus récentes comme ça de papeterie que j'ai pu faire par le passé parce que je vois ma progression. Et les planches de stickers hivernales avec des thèmes de couleurs, vous voyez, je n'aime pas être de couleurs différentes pour chacune des quatre. Et là c'est pareil, celle-ci je m'en suis imprimé plusieurs pour mon propre bullet journal dans les 2-3 mois qui viennent, je suis assez contente. Enfin les deux autres choses de papeterie que j'ai faites ce mois-ci, c'est les deux capsules pour les mécènes de Patreon d'octobre et de novembre. Du coup j'ai créé les deux dans la foulée et je suis en train d'envoyer les deux en même temps pour les mécènes qui ont payé les 2 mois. Avant la pause hivernale, on va y venir à ça aussi. Donc celle d'octobre, c'était un thème un peu création cocon à la maison avec l'étagère de Café aux Étoiles qui est sur le site internet de Café aux Étoiles. Pour l'été d'exception, une petite fiche récap point du mois avec un verso un peu sympa. Donc sur un papier assez épais, cartonné pour que ça serve un petit peu de mémo à la fin de chaque mois pour faire votre petit point du mois simple et serein. Et ça, les cappuccinos de la plateforme Patreon, donc ceux qui payent 5 $, je crois que c'est cappuccino, ils ont une version numérique de ce visuel là si jamais vous voulez l'imprimer pour vous faire votre propre mémo. Et là c'est les thés d'exception qui reçoivent la version imprimée, thés d'exception d'octobre. Et avec un thème, avec le retour des Tiny Dragons, qui est une série de AI art sur lequel je travaille depuis plus d'1 an. Et donc là, il y a le petit dragon bleu, gris-bleu, avec des petits dessins qui vont avec. Et une planche parmi la collection hivernale. Un sticker indépendant de la collection bien chez soi, ça c'est pour été d'exception. Et un petit sticker un peu comme celui que j'ai là. Imprimé sur du papier blanc pour éventuellement coller sur un carnet justement, avec le visuel du Slow Raimo 2023 dessus. Et enfin la dernière capsule de l'année, alors pour tout le monde, enfin pour tout, match à la thé, été d'exception, il y a une carte recto verso avec les dates des pleines lunes de 2024, donc premier semestre, deuxième semestre de l'autre côté, avec un air un peu vintage. Une planche de stickers assortie avec les mêmes lunes mais sous forme d'adhésif type aquarelle sur du papier semi-transparent pour utiliser sur les différents carnets. Des petits stickers indépendants, il y en a un seul pour les matchs à la thé et les deux pour les thés d'exception avec des lunes.
qui sont aussi des stickers semi-transparents. Et enfin, une autre planche qui faisait partie de la capsule lunaire que je n'ai plus en stock parce que j'ai un problème d'approvisionnement papier pour la carte qui est là-dedans. Faudrait que je fasse une version 2024 de ce truc. En attendant, il y a une des planches que j'envoie au thé d'exception. Et enfin, pour les thés d'exception, ça c'est un truc dont je suis contente. J'ai voulu ce mois-ci, là, pour les 2 mois de capsule, parce qu'en plus, comme j'avais un petit peu de retard à cause de ce qui m'est arrivé ce mois-ci, j'ai confectionné 2 capsules d'un coup et j'ai eu envie de faire des choses un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude. D'où d'ailleurs la carte avec les petites questions du point du mois. Et je me suis dit, pour l'été d'exception, je vais relancer un truc que j'ai fait l'année dernière, qui est d'envoyer tous les mois quelque chose qui constitue au bout de 12 mois une création complète, si vous voulez, qui peut tout à fait s'utiliser indépendamment, pas obligé d'avoir les 12, mais où je vais en envoyer 12 pour les personnes qui me suivent sur les 12 mois. Et là, en l'occurrence, c'est un calendrier perpétuel, donc où je vais envoyer le premier mois aux mécènes thé d'exception de novembre. Et puis si certains d'entre vous nous rejoignent en décembre, je crois qu'il reste 2 places, il me semble, dans les thé d'exception. Donc si quelqu'un nous rejoint en décembre, bah je réimprimerai le 1 et j'enverrai le janvier et le février pour que vous ayez quand même les 12, même si vous rejoignez un mois après, vous voyez. Et donc là, l'idée, c'est du papier cartonné de 240 grammes par mètre carré. Et donc il y a d'un côté un haïku illustré avec le numéro du mois, donc là en l'occurrence c'est janvier. Et en fait de l'autre côté, il y a un petit mémo, donc mois de janvier, et il y a un petit mémo des plaisirs du moment, des fruits et légumes à savourer, et des fleurs et végétaux à savourer. Alors évidemment, sur un papier de cette taille-là, c'est absolument pas exhaustif. Je l'ai pensé comme une sorte de mémo, un calendrier perpétuel que vous ressortiriez chaque année, que vous pourriez mettre sous forme de décoration de ce côté-là, mais en même temps qui servent de petit rappel en début de mois de ce qu'on pourrait savourer, de comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti de la saison. Ça fait un peu partie du fameux projet 24 saisons, vous voyez. Et tout comme ce que je suis en train de travailler avec les lames, donc les lames de haïku illustré que j'avais envoyées l'année dernière, enfin ouais, ça l'année dernière, je travaillerai éventuellement sur peut-être le proposer sous forme de calendrier perpétuel complet enfin fin 2024, début 2025, vous voyez, ça, je peux pas vous garantir de ce que je ferai dans un an, mais en attendant, les mécènes thé d'exception recevront du coup 12 cartes comme ça de janvier à décembre, à partir de là ce mois-ci, et puis ensuite en janvier pour les mécènes de décembre, en février pour les mécènes de janvier, etc., jusqu'aux mécènes de novembre du coup de l'année prochaine, ou d'octobre, non, novembre de l'année prochaine, quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça m'a fait plaisir de créer quelque chose de nouveau en fait, de pas juste réimprimer un peu tout le temps les mêmes trucs, mais de vraiment réfléchir à un nouveau concept quelque part de papeterie créative. Donc je suis assez contente de mes capsules Patreon. Alors encore une fois, on est le 1er décembre, je vous montre quelque chose qui n'est plus disponible puisque c'était pour les mécènes d'octobre et de novembre. Pour clore la partie création de ce point du mois, un petit point sur le SlowWriMo, donc le National Novel Writing Month en mode serein, défi d'écriture serein. Vous avez vu un vlog courant en novembre. Alors, pour être honnête avec vous, en ce qui concerne le SlowWriMo, eh ben j'ai pas plus progressé que la progression que j'avais faite dans le vlog que vous avez vu, si vous l'avez vu. Il y a un vlog qui est sorti le 17 novembre. Et il s'est passé pas mal de choses dans ma vie personnelle qui ont fait que j'ai eu une fin du mois de novembre très compliquée, notamment émotionnellement. Et je me suis laissé le droit de mettre ce défi entre parenthèses, le temps de traiter tous ces sujets personnels qui étaient un petit peu compliqués pour moi. On va y venir là dans la partie réflexion du point du mois. Mais ça veut pas dire que je laisse tomber mon premier jet. Le but, pour moi, le but du SlowWriMo consistait à me reconnecter avec la partie écriture de fiction, création d'histoire, storyteller, de mon identité d'artiste pluriel et de mes modes d'expression créatifs, puisque j'ai rien écrit depuis très longtemps. J'ai passé la majorité de l'année 2023 à corriger mon pari qui est toujours pas fini de corriger. J'ai eu beaucoup de mal en fait à rester en lien avec l'écriture cette année, je préfère vous le dire honnêtement, hein. Et donc le but pour moi du SlowWriMo, c'était de me reconnecter avec l'écriture, et ça a fonctionné, puisque j'ai réussi à réaligner Prime d'Obsidienne avec mon intention créative, j'ai réussi à retrouver de l'inspiration autour de tout ça, recréer un univers qui me convient, créer une intrigue qui me convient, une base de personnages qui me convient.
Maintenant les circonstances ont fait que j'ai pas eu l'énergie émotionnelle de commencer le premier jet, mais en fait je vais continuer dans la foulée, même si nous ne sommes plus au mois de novembre, je vais continuer dans la foulée de l'écriture. Et puis là, quand les choses elles se seront un petit peu calmées de ce que je suis en train de vivre en ce moment, et bien, je vais pouvoir reprendre des sessions de SlowRymo, je vais même reprendre le carnet que j'avais mis en place, reprendre les récompenses. En fait, c'est pas grave si ça se limite pas au mois de novembre. Le principe de quelque chose de serein, c'est qu'on le fait à notre rythme. Et pour moi, l'objectif, c'est d'utiliser le mois de novembre comme excuse pour me remettre le pied à l'étrier. Mais il n'y a pas de raison d'arrêter là juste parce qu'on arrive à la fin du mois de novembre en fait. Donc là j'ai fait je crois 7 ou 8 sessions au total. Bah, je vais continuer de piocher mes récompenses etc. jusqu'à ce que j'arrive à la fin des sessions qui étaient prévues. J'en avais prévu 12 ou 13. Et ensuite ça me permettra d'avoir une base pour remettre en place une routine d'écriture dans mon quotidien d'artiste en 2024. Donc j'ai aucun problème à continuer mon SlowRymo au mois de décembre en d'autres termes. Voilà où j'en suis côté SlowRymo et du coup je vous invite, si vous-même vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce que vous aviez décidé de faire à l'origine, si vous n'avez pas eu l'énergie, si vous n'avez pas terminé ce que vous étiez en train d'écrire ou de corriger, c'est complètement arbitraire à la date limite du 30 novembre en fait. Hein. Si ça vous a permis de mieux vous connaître en tant qu'écrivain ou écrivaine et de remettre l'écriture dans votre quotidien, il n'y a aucune raison de ne pas continuer en décembre. Ce qui m'amène à la partie réflexion du mois de novembre. Donc j'ai vécu un mois de novembre un petit peu compliqué pour plusieurs raisons. Alors la première raison c'est que j'ai malheureusement eu une perte dans la famille. Ça je pense que tous les êtres humains le vivent à un moment donné. J'ai vécu du deuil, j'ai vécu de la tristesse émotionnelle, de devoir soutenir émotionnellement etc. Je pense qu'en tant qu'être humain on passe tous par ce genre d'épreuve là, ça fait partie de la vie. Et ça a été une expérience vraiment intéressante pour savoir accueillir mes émotions et pour savoir ne pas être parfaite. C'est-à-dire savoir dire, bah écoutez, j'avais prévu de livrer des choses, mais là, il y a un imprévu qui est quand même assez important, et ben je vais devoir décaler mes dates limites, et c'est ok. Et en tant que personne très perfectionniste, très première de la classe, c'est très difficile pour moi d'oser décaler les dates limites. Donc j'avoue que, bon, dans cette circonstance qui n'est pas très heureuse, je suis assez fière de moi d'avoir su dire ben voilà, ça c'est plus important. Donc au lieu d'essayer de me pousser à mort pour tout compléter avant de partir pour l'enterrement, etc., je préfère accueillir mes émotions, accueillir le manque d'énergie, accueillir le fait qu'en tant qu'artiste, je peux pas donner le meilleur de moi-même en ce moment, parce que je ne suis pas une artiste torturée, il y a peut-être il y en a des artistes hein, qui justement font leur meilleur travail quand ils sont dans la souffrance. Moi je ne suis pas une artiste comme ça. Je peux puiser dans mes expériences humaines, y compris les souffrances passées. Par exemple dans le futur, peut-être que je pourrais puiser dans ce deuil-là pour de futures aquarelles ou de futures histoires de fiction qui vont venir puiser dans cette émotion-là pour venir m'exprimer créativement. Mais quand je suis en train d'aller pas bien, je n'arrive pas à créer. J'ai besoin d'énergie émotionnelle pour avoir l'énergie créative de faire les choses. C'est aussi pour ça que j'ai pas pu terminer le SlowRymo, c'est que quand je suis émotionnellement à plat, je suis incapable de créer. Chacun sa façon de faire, l'important c'est de se connaître, et je sais que je suis comme ça. Donc du coup c'est vrai que j'ai vraiment consacré mon mois de novembre à prendre grand soin de moi. Prendre soin de mon corps, prendre soin de mes émotions, faire beaucoup de journal. En fait les sessions prévues à l'origine de SlowRymo du matin se sont transformées en grosses sessions de parle-singe et de journal pour écouter mes émotions, pour les accueillir, pour être là pour moi en fait. Comme si c'était ma meilleure amie qui venait de perdre quelqu'un et que j'étais là pour elle à l'écouter, et bien je m'écoute moi-même, je suis là pour moi-même. Et je me rends compte que c'est hyper important quand on vit, quelle que soit la raison ou la nature des émotions difficiles. J'ai pris conscience vraiment concrètement que le fait de faire la place pour écouter et accueillir ce qu'on ressent sans jugement, c'est-à-dire sans se dire je ne devrais pas ressentir ça, et sans être pressé d'aller mieux, vraiment accueillir l'état dans lequel on est ici et maintenant sans vouloir se hâter de guérir, d'aller mieux, d'avoir à nouveau de l'énergie, et bah rien que ça fait un bien fou. Donc ça a été une grosse leçon pour moi ce mois-ci,
Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ça, puis reconnaissante des personnes qui ont été patientes avec moi, notamment les mécènes de Patreon qui du coup vont recevoir la capsule d'octobre fin novembre, début décembre avec la capsule de novembre. Merci pour votre patience. C'est vraiment sympa de votre part. Et de manière plus générale, ce mois-ci, ça a été un mois où j'ai beaucoup réfléchi à la question du changement, des transitions et des chapitres de la vie qui évoluent. Parce qu'il y a une deuxième chose qui m'est arrivée ce mois-ci, et cette fois-ci du point de vue professionnel, c'est qu'en tant qu'indépendante en communication, au mois de novembre s'est terminé un contrat avec un client, avec un studio de jeux vidéo avec lequel j'ai travaillé pendant pas loin de 7 ans, qui était un client récurrent avec qui je faisais un travail que je représentais en fait de manière récurrente depuis pratiquement 7 ans. Et là voilà, notre collaboration s'est terminée fin novembre. Et du coup justement ça entraîne toute cette réflexion autour des transitions de vie. C'est-à-dire que c'est tout un chapitre de ma vie professionnelle qui se termine, même si je continue à être indépendante dans la communication du jeu vidéo et je vais avoir d'autres clients, je vais faire d'autres choses en 2024. Mais cette collaboration en particulier, ça a été un chapitre de ma vie professionnelle qui se termine. Et du coup ça m'a amenée à me poser des questions. Voilà, sur quand on vieillit, on a des pages qui se tournent, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, pour différentes raisons. Et à l'époque où j'avais fait mon burn-out, il y a 7-8 ans maintenant, ouais 7 ans c'est ça, j'avais été pressée de traverser cette transition. Parce que c'est pas confortable les transitions. On a envie, en fait la transition c'est quand on quitte une situation stable, qu'on va retrouver une autre situation stable après, une situation qui sera différente, et la période de transition, c'est un peu la période où les histoires sont intéressantes à raconter, vous savez. Quand les protagonistes, ils ont une situation initiale, il y a un élément déclencheur qui les déstabilise, et puis ils vivent toute une histoire où ils évoluent, et à la fin de l'histoire, il y a une nouvelle situation stable, un nouvel équilibre. Et en fait, ces périodes de transition, c'est les périodes qui méritent d'être racontées. Et du coup, je me suis dit, dans la vraie vie, c'est aussi des périodes qui méritent d'être vécues, et qui méritent d'être vécues à leur rythme, plutôt que d'être pressée d'arriver à une nouvelle situation stable. De la même manière que j'accueille mes émotions sans être pressée d'aller mieux émotionnellement, simplement en accueillant la situation telle qu'elle est aujourd'hui et en la vivant pleinement, parce que ça fait partie de l'expérience humaine et ça fait partie d'honorer mon humanité, qui est une des graines qui compte immensément dans ma vie pour moi. C'est une manière d'honorer ma nature humaine, et c'est pareil avec les transitions de vie en fait. Savoir vivre une transition, en fait nos cycles, c'est pas seulement des cycles journaliers, hebdomadaires, mensuels, etc. On a aussi des cycles de plusieurs années à l'échelle d'une vie en fait. Et vous voyez, j'ai fait un burn-out il y a 7 ans, et là j'arrive à une deuxième fin de cycle dans ma vie professionnelle. Comme s'il y avait eu un cycle de 7 ans quoi, où j'ai trouvé un nouveau partenaire, j'ai testé plein de nouvelles choses, j'ai vécu des trucs extraordinaires, franchement je me rappellerai avec beaucoup d'émotions et beaucoup de gratitude en fait ces 6 ans et demi que j'ai vécu avec ce studio. Et puis là on arrive à une nouvelle fin de cycle, un nouveau moment de calme où j'ai aussi l'occasion de faire un bilan de compétences et de me demander ce que je veux, avec quel type de client je veux travailler, sur quel type de mission je veux travailler à partir de 2024. Mais cette période de transition elle est super importante en fait, parce qu'elle pose des socles. Donc ça on en parle dans le podcast La Bulle Nomade de décembre que j'ai déjà tourné, puisque, j'en profite pour vous le dire, je pars en vacances du 8 décembre au 7 janvier. Je vais carrément, avec les messages d'absence sur les emails, etc., une vraie coupure, j'en ai vraiment besoin avec tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Et du coup, j'ai tourné un peu des contenus en avance pour que vous ayez quand même des choses qui sortent. Donc il y a une bulle nomade qui va quand même sortir au mois de décembre et on va se parler de ça. On va se parler de bilan de vie, de bilan annuel un petit peu serein, d'accueillir les changements de vie et des étapes par lesquelles je suis passée pour accueillir tout ça à mon rythme. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à garder un œil sur les bulles nomades. Donc ça c'était les réflexions du mois, comme vous pouvez constater. J'ai eu un mois assez chargé émotionnellement, ça arrive. Je vous propose un petit mot pour rapporter un petit peu de légèreté à cette vidéo. Je vous propose un petit mot sur les favoris matériels du mois avant de passer aux inspirations culturelles. Un favori cosy qui est la marque de bougies qui s'appelle
Woodwick. Et j'aime bien parce qu'ils ont en fait une mèche en bois. Une mèche en bois qui est cruciforme plutôt que d'être simplement un bâton plat. Parce que j'ai déjà essayé d'autres marques de mèche en bois avec un bâton plat. Et en fait ça marche pas bien, ça brûle pas bien. La cire elle se brûle, enfin bon. Et là c'est cruciforme et du coup ça marche plutôt mieux. Mais surtout la mèche en bois fait un petit craquellement. Donc quand on n'a pas de cheminée, mais qu'on veut retrouver ce côté un petit peu cosy du feu, et ben c'est une super marque de bougie. Puis en termes de prix c'est relativement raisonnable pour de la bougie parfumée. C'est plus cher que la bougie Ikea, mais c'est largement moins cher que du diptyque par exemple. Et le reste c'est de la papeterie. Alors vous l'avez sûrement vu si vous avez regardé le vlog Slow Raimo, mais je me suis enfin offert le folio A5 de chez Galen Leather que j'avais vu chez Rachel Steven il y a des années. Elle met son bullet journal là-dedans. Et ça fait des années que je me dis, alors pas forcément pour le mettre au quotidien dedans, mais pour voyager. Et en fait il est top le truc. C'est-à-dire qu'on peut mettre un carnet sur la droite, ça peut être le bullet journal, mais ça peut être un carnet d'introspection si je décide d'aller écrire dans mon journal dans un café ou un truc comme ça. Il y a un espace pour mettre des stylos plumes sans les abîmer si jamais je veux faire une session avec du stylo plume. Là, il y a des choses qui permettent de stocker d'autres stylos ou d'autres... Moi, j'aime bien mettre une petite trousse là, tac, comme ça j'ai des petits stylos de base dedans. Et après, il y a encore des espaces et on peut glisser. J'ai testé, je peux glisser la liseuse dedans, par exemple. J'ai pris A5, malgré le fait que mon bullet journal soit un B6+. Pourquoi? Alors déjà parce que... Alors, ils le vendent en B6, mais en regardant les dimensions, j'avais peur que le B6 plus de Leuchtturm ne passe pas en largeur. Donc je me suis dit, parce qu'il y en a quand même, en comptant les frais de douane et tout ça, il y en a pas loin de 150 € quand même. Hein. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de risquer que le B6 soit trop petit et puis que du coup j'ai un folio inutile sur les bras, ce serait fort dommage. Et la deuxième raison, c'est que je me suis dit, si jamais un jour je change d'avis, ou bien tout simplement je veux emmener un carnet au format A5 avec ça, on peut toujours mettre un cahier B6 dans un folio A5, mais on ne peut pas mettre un cahier A5 dans un folio B6. Et enfin, dernier favori papeterie, je suis allée chez Junku, la librairie japonaise chez qui j'aime aller tous les trimestres à peu près. Et régulièrement, ils ont une section papeterie à la cave et ils ont régulièrement des entrées de marques de papeterie japonaises. Et je suis arrivée au mois de novembre à un moment donné où ils venaient de recevoir plein de nouveautés. Et je me suis offert, alors c'est là que vous voyez que vous êtes sur une chaîne YouTube d'aficionados de papeterie pour que dans une vidéo de favoris on vous parle de Critérium. Donc c'est un Critérium de la marque Tombow qui s'appelle Monograph. J'ai choisi la taille 0.5, donc ça se remplit avec des mines 0.5, il existe aussi en 0.3. Mais ce qui est magique avec, c'est qu'il y a une gomme que vous sortez, que vous rentrez comme ça et qui est rechargeable. C'est-à-dire que, bon après il faut les trouver les recharges parce que c'est une marque japonaise, mais une fois que la gomme est utilisée, ben, vous pouvez remettre une gomme. Donc c'est le Critérium avec la gomme mais rechargeable. Et puis donc on appuie sur le petit capuchon là pour faire sortir ça. En plus je le trouve joli, il existe dans plein de couleurs. Là j'ai pris un espèce de gris beige clair. Mais il existe en gris froid, il existe en bleu, il existe en vert sauge, en rose un petit peu gris rose. Et puis il y a des couleurs plus couleurs primaires quoi. Donc j'en suis absolument ravie, je l'utilise dans mon bullet journal. Et du coup j'ai regardé où d'autres il peut se trouver puisque vous n'êtes pas forcément à Paris. Et que d'ici que vous voyez la vidéo, que vous y alliez, peut-être qu'il n'y en aura plus chez Junku. Et j'ai vu qu'ils en avaient, alors pas ces couleurs-là, mais dans les couleurs plus basiques, genre noir, bleu, rouge, vert. Il y en a sur 85 rue Tranquille, un site de papeterie basé en France qui vend pas mal de marques asiatiques de papeterie. Et j'ai vu qu'ils stockaient en ce moment pareil. Au moment où je filme la vidéo, il n'y en aura peut-être plus quand vous irez voir. Mais au moment où je filme la vidéo, ils ont le Tombow Mono sur 85 rue Tranquille. Et le deuxième truc que j'ai découvert, alors c'est une marque que je connaissais pas du tout. La marque s'appelle Kobaru et le modèle s'appelle Maru qui veut dire rond. Et en fait c'est des espèces de surligneurs mais avec une pointe sphérique. Et en fait ça permet de faire des points.
Et donc plus vous appuyez fort, plus ça fait un gros point. Et puis après, si vous l'utilisez, enfin si vous tirez avec, vous pouvez écrire un titre, ça fait un feutre épais, vous pouvez tirer ou ça fait un surligneur, vous pouvez surligner, vous voyez. Et après, ça fait le surlignage, c'est un surlignage assez fin par contre. Et donc j'en ai acheté plusieurs pour faire un petit nuancier. Et alors, ces genres de trucs, c'est absolument pas indispensable. C'est-à-dire qu'avec un stylo feutre ou un stylo pinceau classique, vous pouvez faire la même chose. C'est juste que ça vous fera un cercle qui sera pas parfaitement circulaire. C'est quelque chose qui c'est complètement gadget. Encore une fois, c'est un truc d'aficionado de papeterie. En fait, il est tout petit, je trouve ça trop mignon. Et en fait, ça permet de noter, par exemple, faites un petit cercle pour noter des jours dans l'agenda, par exemple, dans le calendrier. Hop, petite couleur pour dire, là il y a un rendez-vous, là il y a un voyage. Et là aussi, j'ai trouvé, pareil, si vous n'êtes pas de Paris, ou s'il n'y en a plus quand vous allez chez Junko, en ce moment, ils en stockent, elle en stock, qui s'appelle Suna, sur le site de papeterie allemand qui s'appelle Kiloku. Donc kiloku.de, elle livre en France, il n'y a aucun problème, j'ai passé plein de commandes au fil des années chez elle. Elle a une boutique à Leipzig, si jamais vous êtes en Allemagne. Et les petits marous là, en ce moment, elle les a sur son site. Donc dernière section de la vidéo, qui sont les inspirations culturelles. Il y en a que j'ai mis de côté pour vous en parler dans la vidéo des machins 2023, mais ce dont je peux vous parler aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une série télé, puisqu'il n'y en a qu'une, qui est Astrid et Raphaël, qui est une série française, donc produite par France Télévisions en collaboration avec la télévision belge, RTBF je crois, et qui est une série policière avec un duo. Alors c'est assez classique, les séries policières avec les duos, sauf que là, donc c'est deux femmes, donc une commandante de police, et donc qui s'appelle Raphaël, et Astrid qui est autiste. Et qui souffre d'un autisme assez prononcé, un petit peu comme le personnage dans The Good Doctor, si vous connaissez cette série, où là pour le coup c'est un médecin, c'est pas un policier, mais c'est un petit peu l'idée. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié une série policière où c'est, vous savez, une affaire par épisode. Même s'il y a des saisons, donc il y a 4 saisons de 8 épisodes, et je crois que c'est la saison 4 qui est actuellement diffusée sur France Télévisions. Et du coup, les saisons 1 à 3 sont disponibles sur le replay de France Télé. Moi, j'ai accès via MyCanal, là de Canal+. Je sais pas si c'est disponible sur d'autres plateformes. Il y a peut-être une application France TV sur laquelle c'est dispo. Attention, parce que la saison 1, donc ça c'est si vous êtes en France. Si vous n'êtes pas en France, il faut regarder les droits. Peut-être que comme c'est fait en relation avec la télé belge, si vous êtes belge, il y a peut-être aussi un accès en Belgique. Donc renseignez-vous sur les différentes plateformes, sur comment vous pouvez y avoir accès. Mais là sur MyCanal, au moment où je filme cette vidéo, la saison 1 n'est valable, enfin n'est disponible que jusqu'au 31 décembre 2023. Je pense qu'ils ont remis toutes les saisons parce qu'ils diffusent la saison 4 en ce moment. Donc si vous avez envie de découvrir que vous ne connaissez pas, je vous invite à au moins aller regarder le premier épisode de la saison 1, voir si ça vous plaît, avant la fin du mois de décembre, si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication. En tout cas, j'ai adoré, je trouve que c'est hyper bien fait, les personnages sont hyper attachants, j'aime beaucoup l'amitié qui se forme entre Astrid et Raphaël, et c'est une série qui prête énormément d'attention aux détails. Par exemple, Astrid, on sent qu'elle est fan de la couleur bleue. Ils le disent, je crois pas qu'ils le disent explicitement, mais on la voit qu'elle est tout le temps habillée dans des tons bleus, elle a une coque bleue sur son téléphone portable. Il rappelle aussi des détails d'un épisode sur un autre. Par exemple, il y a un épisode où Raphaël offre un livre sur l'amitié à Astrid. Et ben 2 ou 3 épisodes plus tard, y a Astrid qui va dire oui, ben dans le livre que Raphaël m'a offert sur l'amitié, ils disent que tatitata. En fait, ça rend les personnages réels et humains parce qu'il y a cette attention aux détails. Et d'un point de vue enquête policière, moi je les trouve très originaux. Il y a un petit peu ce côté presque fantastique, même s'il n'y a pas, à chaque fois il y a une explication rationnelle, mais on a l'impression que c'est un peu une découverte de quelque chose à chaque fois. Il y a un épisode qui se passe dans les catacombes, il y a un épisode qui a un rapport avec les golems dans la religion juive, il y a un épisode avec les samouraïs japonais et les yakuza japonais. Le reste, c'est des bouquins. Alors, 2 bouquins que dont je vous avais parlé dans la minute automnale sur les lectures d'automne, donc que j'ai lu entre temps. Un premier livre qui s'appelle Vampires of El Norte par Isabel Cañas, qui se passe donc au 19e siècle dans
ce qui doit être maintenant le Nouveau-Mexique ou la Californie, quelque chose comme ça, mais qui à l'époque était le nord du Mexique, qui touchait le Texas. Et alors ça se passe dans des ranchos mexicains, avec une héroïne qui est l'héritière d'un propriétaire de ranch, et d'une histoire d'amour avec un vaqueros, je crois que ça s'appelle ça, enfin un vacher quoi, un cow-boy, voilà. Mais derrière ça, c'est avant tout une histoire un petit peu d'épouvante. C'est pour ça que j'ai lu ça là, fin octobre, début novembre. Je crois que je l'ai lu le 31 octobre, figurez-vous. J'ai commencé à le lire le soir du 31 octobre. Et en fait, donc, il y a la guerre contre les Américains, donc notamment les Texans qui essayent d'envahir et de récupérer cette partie du Mexique pour que ça devienne les États-Unis, ce qui est devenu d'ailleurs les États-Unis plus tard, la région où ça se passe. Donc il y a toute cette histoire de guerre, et en même temps il y a un truc un peu fantastique où il y aurait des vampires qui traînent et qui drainent les gens de leur sang. Au tout début de l'histoire, l'héroïne avec le héros en fait se fait attaquer par un vampire et lui il la croit morte. Et du coup il s'en va, et il se retrouve 9 ans plus tard une fois qu'ils sont adultes. Et donc il y a à la fois toute l'intrigue autour de la guerre et qu'il faut lever une armée contre les Texans, etc. Et toute une intrigue autour de ces fameux vampires où on sait pas trop ce que sont ces créatures, etc. Et d'un point de vue interpersonnel, il y a la relation entre les deux personnages principaux qui se retrouvent au bout de 9 ans, où lui il pensait qu'elle était morte, il découvre qu'elle est pas morte, et elle pense qu'il l'a abandonnée 9 ans avant, donc du coup elle veut plus entendre parler de lui, vous voyez. Et puis en plus il y a une différence de classe sociale qui fait que de toute façon ils sont pas autorisés à se marier. Donc ça fait tout un tas de choses ensemble qui sont hyper bien menées, un mélange un peu épouvante, historique, avec un fond de romance. Enfin j'ai trouvé que c'était un équilibre des ingrédients qui était vraiment très très cool. L'autre dont je vous avais parlé, que j'ai lu entre temps, c'est le premier tome de la Scholomance de Naomi Novik. Donc le tome 1 s'appelle Deadly Education, une éducation mortelle probablement en français. Je sais qu'il est traduit celui-là. Donc si vous voulez découvrir la trilogie de la Scholomance, c'est traduit en français. Et là c'est du young adult, jeune adulte, nouvel adulte. Moi, je trouve que c'est quand même pas pour les gamins de 12 ans quoi, c'est plus un peu 18-25 ans peut-être, vous voyez. Et c'est une jeune... Pourtant ils ont 16 ans les personnages, hein. Je crois qu'elle a 16 ans l'héroïne, et ils sont dans une espèce d'école de magie qui n'a pas de prof en fait, c'est une espèce d'école de magie autogérée où les élèves sont envoyés un peu façon Battle Royale, vous voyez. C'est pas Battle Royale dans le sens où ils sont pas censés s'entretuer, mais ils sont envoyés un peu livrés à eux-mêmes dans cette école. Sachant que dans cet univers, donc c'est de l'urban fantasy, ça se passe dans le monde moderne, mais où il y a de la magie, et du coup des gens qui sont capables de manier la magie. Et en fait, il y a tout un tas de créatures, de monstres, etc. qui sont attirés par les jeunes capables de magie, pour leur bouffer leur magie, quoi, quelque part, et les tuer. Et du coup, les jeunes qui naissent avec de la magie ont un taux de mortalité très élevé, parce qu'une fois qu'ils sont adultes, ils deviennent trop puissants, et ces espèces de créatures-là les poursuivent plus, ils préfèrent poursuivre les adolescents qui commencent à avoir de la force magique, mais qui sont pas encore assez puissants pour se défendre, hein, quelque part. Et du coup, il y a, je sais pas, 150 ans, un truc comme ça, une enclave, donc une enclave de mages, qui est une espèce de bulle dans laquelle vivent des communautés de mages, ont créé cette Scholomance pour permettre aux adolescents d'apprendre à se servir de leur magie. Ça permet d'attirer ces espèces de créatures, et en même temps il y a des barrières et tout ça dans l'école pour pas qu'ils se fassent trop attaquer, ils se font attaquer quand même, hein, mais pour pas qu'ils se fassent trop attaquer. Et ce qui augmente les chances de survie. Il y en a peut-être, je sais plus combien c'est, 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui sortent de l'école, alors que si vous n'allez pas du tout à l'école, il y en a peut-être une chance sur 20 de survivre à l'adolescence quand vous avez de la magie. Et donc, A Deadly Education se passe sur une année scolaire, qui est la 3e année scolaire de l'héroïne sur 4. Donc c'est les gens qui sont plus âgés qu'elle qui sortent de l'école cette année-là. Elle est avant-dernière, quoi. Et c'est quelqu'un qui a une personnalité pas particulièrement agréable et qui se fait pas particulièrement d'amis. Mais elle a un espèce de chevalier blanc qui s'appelle Orion qui lui colle au cul. Qui essaye de lui sauver la vie, etc. Puis qui est connu lui depuis 3 ans pour sauver les miches de tout un tas d'élèves, etc. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'on voit la relation entre les deux, on voit elle, comment elle commence à se faire un petit peu des amis.
Et en fait, pourquoi elle est désagréable et pourquoi elle a pas d'amis? Parce qu'en fait, les gens ne l'aiment pas. Comme si elle avait une espèce d'aura désagréable qui fait que les gens instinctivement ne l'apprécient pas et du coup elle s'est protégée en étant désagréable avec tout le monde. Voilà, après je peux pas tellement vous en dire plus parce que c'est vraiment une histoire genre Harry Potter rencontre Battle Royale, rencontre la 9e maison de les Bardugo, vous voyez, où il se passe tout un tas de trucs dans cette école, il leur arrive tout un tas d'horreurs dans cette école. Et puis elle apprend à s'en sortir. C'est pour ça que moi ça me fait penser à Battle Royale, parce qu'il y a vraiment ce côté où il faut faire des alliances entre élèves pour arriver à s'en sortir. Faut préparer les alliances de l'année du diplôme, parce qu'en fait pour sortir de l'école, ils ont une espèce d'énorme combat à la fin. Et du coup, il faut préparer des alliances pour pouvoir sortir vivant de ce combat final, etc. Et je me souviens que dans le film Battle Royale, il y avait tout ce côté alliance temporaire pour essayer de survivre. Et il y a aussi le côté recherche de matériel en fait pour apprendre la magie et pour survivre qu'il y a aussi dans ce genre de film là. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette tendance survival en fait qui est assez cool. Puis moi j'ai trouvé très original. C'est très difficile je trouve de faire de l'urban fantasy académie de magie parce que c'est un truc qui a été fait 5000 fois. Et je trouve que c'est difficile de faire un univers avec des règles d'univers en tant que créateur du monde de fiction qui ait l'air un petit peu différent. Et je trouve que là, Naomi Novik, elle a réussi à faire quelque chose qui a un air un petit peu différent. 2 séries de romances paranormales. Une première qui est de la romance de fantasy, qui est la série des 12 royaumes de Jeff Kennedy, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai terminé la série en fait. Donc en gros, la série... Les 12 royaumes, c'est une trilogie. Et ensuite, elle a écrit 5 livres qui s'appellent Uncharted Realms, donc les royaumes inconnus. Où là il y a 5 tomes mais en fait c'est une suite directe. Il y a quelques novellas aussi qui s'installent ici et là dans ce univers là. Et en fait là le dernier tome que j'ai lu au mois de novembre boucle un peu cette histoire principale de ce qui se passe avec les 3 sœurs qui sont les 3 héroïnes de la trilogie initiale. Donc le dernier tome qui s'appelle The Fate of the Tala, donc le sort des Tala qui est le nom d'une peuplade qui est douée de magie et qui notamment peut se changer en animaux, etc. On retrouve l'héroïne du tome 1. Donc c'est à nouveau, elle s'appelle Andromeda. Et donc c'est elle l'héroïne avec son roi, là, son compagnon qu'elle trouve dans le tome 1. Et ça se passe du coup dans son pays à elle. Et où du coup Jeff Kennedy vient boucler la boucle du fil rouge de l'histoire de cette série de romances de fantasy. Sachant qu'elle a écrit des suites, d'après ce que j'ai compris, où c'est les enfants de tous ces héros et héroïnes là. Et je voulais vous en parler du coup en tant que série terminée, parce que j'ai beaucoup apprécié. Donc romance de fantasy adulte. Et je trouve qu'il y a un excellent équilibre entre l'aspect fantasy, donc construction d'univers, et intrigue, donc intrigue politique, de guerre, de mystère, de choses comme ça, d'un côté, et la construction de l'histoire de romance, puisque chaque tome a un couple différent, à part le dernier qui reprend le premier couple. Et où du coup c'est vraiment 50-50 entre intrigue de fantasy, comme un livre de fantasy ou une saga de fantasy classique, et une intrigue romantique entre 2 personnages principaux qui finissent en couple à la fin de l'histoire. C'est vraiment En fait, c'est la formule que j'aime bien. C'est vraiment une formule que j'aime bien en romance de fantasy, avec du 50-50 entre les deux. Malheureusement, au moment où je filme cette vidéo, ce n'est pas traduit en français. J'en suis vraiment désolée, parce que c'est vraiment une super série de romances de fantasy. Mais si vous lisez en anglais, je vous invite vraiment à le découvrir. Parce que c'est une des meilleures séries de romances de fantasy que j'ai lues, que j'ai lues tout court en fait. Et enfin, le dernier, c'est de la romance paranormale, mais urban fantasy ce coup-ci. La série s'appelle Elder Races par Thea Harrison, qui existe aussi depuis... le premier tome, il date peut-être d'une 15aine d'années, vous voyez. Je crois que je vous en ai déjà parlé, parce que j'avais beaucoup aimé le tout premier tome qui s'appelle... Dragon, je sais plus quoi, bon, c'est un truc avec un dragon. Et une nana qui pique un penny dans son coffre de trésors de dragon, et quand il découvre qu'elle lui a piqué un penny, il décide de lui courir après, et en même temps il est très amusé, mais pourquoi elle a piqué un seul penny, c'était très drôle le tome 1. Et là c'est pareil, c'est des tomes, un couple par tome, et elle a fait des novellas après où elle reprend le couple initial, là, le couple du tome 1, mais sinon c'est vraiment un couple par tome, et là j'en ai lu 2 au mois de novembre, qui pour le coup se suivent, c'est 2 couples différents, mais c'est vraiment... l'intrigue principale, elle court vraiment sur les 2 tomes. Donc il y en a un qui s'appelle
Knight's Honor, qui est le tome 7 de la série de Races, et le suivant qui s'appelle Midnight's Kiss, qui est le tome 8, et qui se passe avec des vampires. Et donc dans le premier, oui parce que dans ce truc de la Urban Fantasy, vous avez un petit peu tous les genres de créatures qu'on trouve dans les univers d'Urban Fantasy. Ceux qui sont animaux, qu'elle appelle des Weir, il y a des vampires, il y a des elfes, il y a des fées lumineux, il y a des fées sombres, il y a des démons, il y a des djinns, il y a un tome avec un djinn que j'ai adoré qui s'appelle Oracle's Moon. Et en fait ce que j'adore chez Thea Harrison, donc déjà c'est adulte, c'est pas jeune adulte ou nouvelle adulte, c'est vraiment adulte. Il y a une maturité entre les personnages qui est très très appréciée. Et ensuite elle a une diversité des personnages, des personnalités et des couples. C'est-à-dire que c'est pas l'espèce de stéréotype de la petite humaine fragile qui est jeune, tatitata, avec l'homme qui est puissant, qui est grand, qui est fort, qui vient la protéger, qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de romance-là. Là, ça dépend, ça dépasse. Elle a des personnages féminins qui sont très âgés, qui sont très puissants. Elle a des personnages masculins qui sont plus jeunes. Elle a des personnages très protecteurs, des personnages très gentlemen. Elle est capable de créer une diversité de personnalités et de relations extraordinaires. Et en fait, ça revient au cœur de ce que j'aime dans la romance paranormale, dans la romance tout court, qui est la construction de personnages et la construction de comment en se rencontrant, les personnages s'apportent quelque chose mutuellement et évoluent mutuellement en fait. Et ça, elle sait très bien le faire. Et notamment Knight's Honor, j'ai beaucoup aimé l'homme, c'est que des couples hétérosexuels, des couples monogames hétérosexuels. Et dans Knight's Honor, j'ai beaucoup aimé l'homme, Xavier il s'appelle, et c'est le numéro 2 du chef des vampires. Un ancien noble espagnol de l'époque de l'Inquisition. Et comme c'était un noble, il a un côté très élégant, très retenu, il a un côté très poli, très... Et puis alors l'humaine, elle par contre, elle participe à une espèce d'enchère pour devenir assistante de vampires, où en général ils sont domestiques dans les maisons des vampires et en même temps ils font des donations de sang. Et du coup il y a cette espèce d'enchère annuelle au Nouvel An où les vampires peuvent éventuellement recruter, embaucher certains humains pour ça, et on sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais elle se sent un petit peu obligée au pied du mur pour participer à ce genre d'enchère alors qu'elle n'aime pas du tout les vampires, qu'elle en a très peur et que l'idée de donner son sang à des vampires la répulse. Et donc ce Xavier la repère pendant cette enchère, il repère aussi la peur qu'elle a envers les vampires, et je trouve que la manière dont leur histoire à tous les deux se développe est vraiment incroyable et inhabituelle pour une histoire de vampire. Voilà, donc si vous aimez les histoires d'urban fantasy avec une forte tendance romance, des couples qui sont adultes avec des histoires matures et en même temps où il y a une certaine égalité émotionnelle entre les personnages, qu'il n'y a pas une espèce d'imbalance de pouvoir émotionnel entre les personnages et une diversité de personnalités, etc. et que vous ne connaissez pas encore, Elder Races par Thea Harrison, je vous invite à découvrir. Je ne sais pas si c'est traduit en français, je vous mettrai le lien vers les éditions du tome 1 de Goodreads dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez voir si un éditeur en France a récupéré les droits ou pas. Et c'est tout. Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 50 ans. J'espère que ce point d'artiste vous a plu, ça m'a fait plaisir de le tourner, même si j'ai pas trop la tête à ça en ce moment, mais ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de discuter un petit peu avec vous. Il continuera à y avoir des vidéos au mois de décembre avec le sapin de Noël. Il y a aussi des vlogs qui s'en viennent, voilà, j'ai hâte de partager un petit peu tout ça. Mais je vous avoue que j'ai également hâte de prendre mes vacances et d'avoir une vraie coupure pour me recharger. Ça aussi, ça fait partie des cycles naturels, quand on honore notre nature humaine, de savoir ralentir, de savoir se reposer, de savoir lâcher prise. Et moi qui ai tendance à être tout le temps à 1000 à l'heure, ça va être une belle expérience, cette vraie grosse coupure que j'ai prévue ce mois de décembre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de décembre, un bon Avent, si vous avez un calendrier de l'Avent. Et je vous dis merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.